Donc après avoir fait la déclaration en wolof, je m'en vais vous livrer cette déclaration que j'ai voulu adresser au public sénégalais à partir de notre base ici à Thiès. Je commencerai par remercier très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je veux citer les journalistes, les membres et sympathisants du Parti éthique, les amis, les proches. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a exprimé, à travers son vote, son aspiration profonde au changement, à la rupture et à l'avènement d'une gouvernance plus fondée sur l'éthique, la transparence et la responsabilité. La bonne gouvernance et son corollaire, la transparence, constituent le pilier essentiel de la refondation de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ce choix démocratique devait conduire les nouvelles autorités à lutter plus résolument contre les infractions économiques et financières, ce qui nécessite une double approche. Dans une publication faite le 21 février 2025 à la sortie du rapport de la Cour des comptes du Sénégal, j'ai souligné d'une part la nécessité d'adopter des mesures répressives fortes, notamment en criminalisant les infractions économiques et financières, mais d'autre part, je demandais de privilégier les mesures préventives en mettant en place des garde-fous qui empêchent le détournement des deniers publics. Il faut bien en effet traiter les causes pour éviter que le mal ne se reproduise. Je proposais, entre guillemets, la mise en place d'une chaîne de contrôle, aussi bien interne qu'externe, dans toute l'administration pour réduire sensiblement les manquements observés dans la gestion des finances publiques. Une prévention efficace reposant aussi sur une bonne éducation citoyenne et une information permanente des populations pour qu'elles puissent exercer convenablement leur contrôle citoyen. J'ai appelé aussi à une vigilance citoyenne et l'engagement des acteurs de la société civile et des médias, lesquels doivent jouer un rôle de veille et d'alerte permanent dans l'évaluation des politiques publiques et l'utilisation des fonds publics en exerçant un contrôle constant pour garantir le respect des principes de bonne gouvernance. Dans ce cadre, une presse libre, une société civile engagée et une participation citoyenne plus active sont essentielles pour garantir la bonne gouvernance des finances publiques. J'affirmais dans cette même publication que ce contrôle citoyen ne pourra être exercé efficacement s'il n'y a pas un accès permanent du public à l'information et une publication des rapports périodiques à temps. C'est à l'aune de cet espoir légitime et de cette exigence de rupture que doit aujourd'hui être appréciée la question centrale de la transparence, notamment à travers l'adoption de la loi 2025-15 du 4 septembre 2025 sur l'accès à l'information.
Cette loi, qui était aussi une exigence forte des assises nationales, une revendication constante de la société civile, des acteurs politiques et des citoyens, a été accueillie avec beaucoup d'espoir. Elle a été présentée par le gouvernement comme une avancée majeure dans la démocratie. Et le gouvernement souligne dans son exposé de motifs une ambition claire et louable. Entre guillemets, instaurer un débat constructif et donner aux citoyens les moyens légaux et opérationnels leur permettant de fonder leur opinion sur des informations émanant de sources authentiques et fiables. C'est dans ce contexte d'espoir que, le 8 janvier 2026, j'ai initié une démarche citoyenne pour participer à l'effectivité de cette loi et partant à l'exercice de transparence. Des courriers ont ainsi été adressés simultanément à 3 des plus hautes institutions de la République: la Présidence de la République, la Primature et le ministère des Finances. L'objet de la demande était précis et d'un intérêt public majeur. Obtenir le montant exact des fonds spéciaux, aussi appelés fonds politiques, alloués au président de la République et au Premier ministre pour les exercices budgétaires 2025 et 2026. Vous n'ignorez pas, en effet, toutes les allégations et passions qu'avait suscité ce sujet précis. Je tiens cependant à préciser que ma demande concerne uniquement le montant global de ces fonds, qui fait l'objet de nombreuses spéculations dans l'opinion publique, et non leur destination ou leur utilisation. L'intention derrière cette requête n'était pas la polémique. Cette intention n'était pas polémique, mais plutôt pédagogique. Il s'agissait de démontrer par l'exemple comment tout citoyen, acteur politique ou membre de la société civile pouvait désormais utiliser la loi pour obtenir des informations officielles et crédibles. L'objectif ultime était de promouvoir une culture de la vérification et de l'information sourcée, afin de prémunir le débat public contre le fléau des fausses informations et d'éviter à l'avenir l'utilisation perverse de cette information pour museler les citoyens et surtout les acteurs politiques de l'opposition. La demande a été envoyée le 8 janvier 2026. Le délai maximum de traitement, fixé à 15 jours francs par l'article 19 de la loi, a donc expiré le 24 au 28 janvier 2026, soit après l'échéance légale. Aucune des 3 institutions sollicitées, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre des Finances, n'a daigné fournir de réponse, ni même pour communiquer l'information, ni pour justifier un éventuel refus. Il est important de rappeler que le délai de traitement imparti par la loi à la JUSETI, c'est-à-dire au regard des articles 17, 18 et 19, sont les suivantes. L'article 17 précise que la réponse à une demande d'information doit en principe être immédiate.
L'article 18 dit clairement que si une instruction préalable est nécessaire, la réponse doit intervenir dans un délai de 8 jours francs suivant la réception de la demande. L'article 19 dit de manière impérative que dans tous les cas, le délai de traitement de la demande ne peut excéder 15 jours francs à compter de la date de réception. Ces dispositions constituent des obligations légales contraignantes pour les assujettis. Elles constituent le cœur du droit d'accès à l'information, transformant une simple faculté en un droit opposable par le citoyen. Ce silence des autorités constitue une violation caractérisée et délibérée de la loi. Le fait que cette violation émane des plus hautes autorités de l'État, celles-là même qui ont initié et promulgué cette loi, est, selon moi, d'une gravité extrême. Cela témoigne d'une absence totale de rupture avec les pratiques anciennes d'opacité et de mépris du droit. Le gouvernement se place ainsi en position de premier contrevenant à une règle qu'il a lui-même édictée, sapant ainsi sa propre crédibilité et l'autorité de la loi. L'autre dimension cruciale de cette affaire réside dans le lien direct entre la rétention d'informations par l'État et la prolifération de la désinformation. En refusant de communiquer les données officielles sur un sujet aussi sensible que les fonds spéciaux, le pouvoir exécutif crée un vide informationnel. Ce vide est inévitablement comblé par des rumeurs, des spéculations, des estimations non vérifiées et potentiellement des informations délibérément fausses. On assiste alors à un paradoxe pervers. L'État poursuit et fait condamner des individus pour diffusion de fausses nouvelles, tout en étant le principal responsable de l'incertitude qui nourrit ce phénomène. En privant les citoyens et les journalistes de la bonne information, celle qui est authentique et fiable, il les expose à l'erreur ou à la manipulation pour ensuite les sanctionner. Cette situation est tout simplement inacceptable. La lutte contre la désinformation ne peut être crédible que si l'État est lui-même un modèle de transparence. Le meilleur antidote à la fausse nouvelle est l'accès libre et rapide à la bonne information. Face à cette faillite des plus hautes autorités de l'État, je pose la question suivante. Si le droit d'accès à l'information n'est pas respecté par les autorités publiques, serait-il juste de condamner des citoyens pour diffusion prétendue de fausses nouvelles? Un juge ne peut, selon moi, équitablement statuer sur la fausseté d'une allégation si la vérité factuelle est délibérément dissimulée par ceux qui en ont la garde. C'est pourquoi j'estime qu'il faut inverser la situation. Il faudra maintenant mettre les autorités qui non seulement n'ont pas respecté la parole, n'ont pas respecté leur engagement, mais ont sciemment violé la loi qu'elles ont elles-mêmes adoptée. Il faut donc mettre ces autorités-là au banc des accusés. La loi sur l'accès à l'information instaure un régime de sanctions à l'encontre des assujettis en cas de manquement à leurs obligations. Par conséquent, j'annonce solennellement que je vais mettre en œuvre ces dispositions pénales en déposant dans les jours à venir des plaintes contre
le Premier ministre et le ministre des Finances et du Budget pour refus d'accès à l'information prévue et punie par l'article 30 de cette loi. Il va sans dire que je n'ai pas visé le président de la République parce que nous tous, nous savons qu'il jouit d'une immunité en cours d'exercice de son mandat. Mais sa responsabilité morale, j'estime que cette responsabilité est encore plus grave. Cette responsabilité, en tant que gardien de la Constitution, en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions, cette responsabilité-là est engagée. J'estime enfin que la redevabilité, c'est-à-dire l'obligation pour ceux qui exercent le pouvoir dans des postes de responsabilité de rendre compte de leur gestion, est un impératif. En effet, on ne peut pas briguer le suffrage de ses concitoyens ou accepter de hautes et prestigieuses fonctions et refuser la contrepartie qui consiste à agir en toute transparence et à rendre compte. C'est un impératif catégorique, surtout dans nos pays sous-développés où le chômage, la pauvreté et le non-accès aux services publics de base sont encore à des niveaux inquiétants. Je vous remercie de votre attention.